Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Elzéar et mon équipe et moi avons pour objectif de parler d'entrepreneuriat sur le thème de l'éco-responsabilité. C'est pourquoi nous avons prévu d'aborder ces termes à travers des discussions avec des entrepreneurs. Ces personnes inspirantes ont intégré au cœur de leur entreprise le souci de minimiser leur impact environnemental. L'éco-responsabilité est définie par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, comme faisant, je cite, référence à un ensemble de comportements qui s'inscrivent dans une perspective de développement durable. Globalement, l'éco-responsabilité repose sur l'intégration de la hiérarchie des 3 RVE, à savoir réduire à la source, réemployer, recycler, valoriser et éliminer, et de la notion de cycle de vie des produits et services. Cette dernière notion implique la prise en compte de retombées environnementales, économiques et sociales encourues à chaque étape de la vie d'un produit ou d'un service. Avec les défis sociaux et environnementaux auxquels notre société fait face, il semble pertinent de s'intéresser à des modèles d'entreprise étant un succès sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental. L'objectif est que les futurs entrepreneurs écoutant ce balado puissent s'inspirer de ces modèles, mais aussi que toute personne intéressée à ces enjeux ait une meilleure idée de ce que signifie l'éco-responsabilité en entrepreneuriat par l'entremise des parcours de nos invités. Ainsi, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous Thomas, propriétaire de Vrac et Bocaux, une épicerie zéro déchet biologique et locale située dans le quartier de Rosemont. Depuis 9 ans et avec plus de 1150 produits, l'objectif de l'épicerie est d'offrir des produits sains et sans emballage aux clients et clientes. Faire son épicerie à Vrac et Bocaux, c'est minimiser son impact environnemental en termes de réduction de déchets, de pratiques agricoles davantage respectueuses et de limiter le gaspillage alimentaire. C'est aussi favoriser sa santé et contribuer au développement économique local. Thomas a généreusement accepté de venir nous parler de son parcours, de ses défis ainsi que de ses astuces pour créer et maintenir une entreprise intégrant des pratiques éco-responsables. Au cours des prochaines minutes, nous discuterons de cela et nous en profiterons pour également relayer des questions venant de Humanitaire et Éco-Responsable, deux associations étudiantes de HEC Montréal. Bonjour Thomas, ça va bien? Salut, très bien et toi? Très bien, merci. C'était pas trop compliqué d'arriver à HEC, de trouver la salle? Non, tout s'est bien passé, les plans sont très bien faits, et puis c'est parfait, Super. très simple. Super. Mais écoute, merci de ta venue. Ça fait plaisir, ça merci fait de très plaisir. l'invitation. Merci, c'est très partagé. Comment va se dérouler le podcast d'aujourd'hui? J'ai une petite liste de questions qu'on a élaborées, moi, mon équipe et moi. D'autres personnes également de la communauté plus large de HEC Montréal ont posé leurs questions. On va te les poser par la suite. Mais tu sais, j'aimerais que ça reste un peu comme une discussion. Donc, si tu as des sujets sur lesquels tu veux partir un peu en fonction de mes questions, n'hésite vraiment pas à y aller. Moi, si je vois que c'est un peu trop une tangente, j'hésiterai pas à te ramener sur le sujet initial. Parfait. Super. Si tout est bon pour toi, écoute, avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. C'est vrai qu'on l'a présenté rapidement, mais si tu peux parler un peu plus de toi, ton parcours. Je suis Thomas Tiberghien, je suis le propriétaire de Vrac et Bocaux, une épicerie bio vrac à Montréal. J'ai parti ça... Tu peux y aller, vraiment. Ok. Tu peux partir. Donc c'est ça, l'épicerie a été ouverte en 2016. À l'époque, j'avais ouvert ça avec mon ex. On s'est séparés depuis. Puis, rapidement après l'ouverture, j'ai racheté ses parts, ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul dans la compagnie. Et dans le fond, c'est que à cette époque-là, en 2016 à Montréal, c'était compliqué de faire une épicerie qui faisait du sens en limitant au maximum les déchets, en bio et en local. Et donc je me suis dit, ce serait le fun si on pouvait arriver à tout trouver à la même place, là, dans le but de limiter un peu le temps passé à aller magasiner un peu partout là, pour ramasser ça. Dans le fond, il fallait que je fasse comme 5-6 places différentes pour être capable d'avoir une épicerie qui faisait du sens. Donc, et j'avais vu qu'il y avait des initiatives qui avaient été lancées en Europe dans le même principe, puis que ça avait l'air de fonctionner. Donc en étudiant ça, à Montréal, il n'y en avait pas. Je me suis dit, Quel pays en Europe à peu près? En Allemagne, en Angleterre, et ça commençait en France. Ok, à l'époque, donc en 2016. En 2016. Ok, ouais. Donc c'est comme ça que le projet s'est monté. Puis on avait lancé un sondage sur Facebook. Alors c'est sûr que les algorithmes en 2016 étaient bien différents de ce que c'est maintenant. Ouais. Et on avait lancé juste un sondage là, repartagé par quelques-uns de nos amis. Et on s'est retrouvé avec genre 6500 réponses à ce sondage-là, ce qui était vraiment, vraiment énorme. Pour l'époque, ouais. Et le résultat de ce sondage, c'était qu'il y avait beaucoup de monde qui était intéressé par ce genre de projet. Donc on s'est dit, je vais être le premier client de mon épicerie. Puis finalement, il y a pas mal de monde qui est intéressé par ça. Là. Super. Vraiment très intéressant. Et justement, avant de commencer Vrac et Bocaux, c'était quoi un peu l'idée? Comment t'es arrivé jusqu'ici? J'étais ostéopathe avant. Ok. Donc absolument rien à voir avec l'entrepreneuriat. Pas tant. Ça reste travailleur autonome. Exact. Donc on est un peu tout seul aussi pareil. Mais c'est déjà orienté vers la santé, le bien-être, l'amélioration de la condition.
Donc il y avait pas mal de choses sur lesquelles j'étais déjà assez attentif, comme la consommation. Je faisais déjà attention aux déchets que je produisais, aux aliments que je pouvais manger et à leur provenance. Donc ça a été comme pas une transition, mais un chemin logique vers l'amélioration de mon alimentation. Ok, super. Bah écoute, vraiment une bonne introduction justement, je pense, à l'entreprise. Si je pourrais aller plus en détail sur des questions d'éco-responsabilité, ma première question serait quelle place pour toi l'éco-responsabilité a-t-elle dans ton projet initial, plutôt dans la venue de ton projet, et comment celle-ci a-t-elle évolué jusqu'à ton projet aujourd'hui? Tu sais, 2016, c'était 9 ans. Ouais. J'imagine que depuis 9 ans, il y a quand même eu de nombreux changements, autant au niveau local que même peut-être au niveau national. C'est certain, l'un des changements majeurs qu'il y a eu, c'est une pandémie. Ouais, avec 3 ans de changements d'habitudes radicaux, mais on y reviendra un peu après. Concernant l'éco-responsabilité, je te dirais que c'est un des piliers fondamentaux de l'épicerie. J'ai construit l'entreprise autour de cette valeur-là. Okay. Et en fait, autour d'autres aussi, mais ce qui regroupe, c'est vraiment l'éco-responsabilité. Je comprends. Comme initialement, tous les produits qu'on avait dans l'épicerie devaient être zéro déchet, local au maximum et biologique. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui ne poussent pas au Québec, donc c'est impossible de les avoir. Si on veut avoir une alimentation variée et équilibrée, il faut quand même aller chercher un peu ailleurs. Sinon, ça reste des carottes, des patates, pas mal toute l'année. Donc c'est ça, ces trois valeurs-là sont le cœur de Vrac et Bocaux. Donc ça encadre vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'éco-responsabilité aussi. Pour le zéro déchet, encore une fois, l'un des enjeux qu'il y a par rapport à ça, c'est la durée de vie des produits. Certains se conservent très mal quand ils sont en vrac. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'essai d'avoir ça sans emballage. D'accord. Mais après un certain temps, on s'est rendu compte que c'était pas, sur du long terme, c'était pas intéressant. Il y en avait plus de pertes que si c'était emballé. Donc là, le compromis était d'avoir quand même un emballage sur ce genre de produit-là. D'accord. Après, il y a aussi certaines règles alimentaires qui font que c'est beaucoup plus simple. Genre la viande, le poisson, on n'en a vraiment pas beaucoup, c'est des produits locaux. Mais eux n'ont pas le choix d'être emballés, parce que sinon ça prendrait genre des installations d'une boucherie. Genre. Ouais, je comprends. Et en termes d'emballage, justement, est-ce qu'il y a des emballages spécifiques que vous utilisez? Est-ce que c'est emballage plus générique? On a des consignes. D'accord. On offre des consignes ou des sacs de papier brun qui sont compostables, mais on encourage vraiment les clients à rapporter leur contenant. Donc ça peut être n'importe quel genre de contenant, des sacs, des ziplocs, des pots maçons, n'importe quoi, là, juste que ça soit propre pour tout ce qui est alimentaire. Ok, je comprends. Et cette évolution, justement, est-ce que dès le début, c'était, je vais pas dire des réglementations, mais en termes d'emballage pour tes différents produits, au début, c'était différent d'aujourd'hui, tu dirais, ou est-ce que c'était sensiblement la même chose? En 2016, ça a démarré tranquillement. 2017, on a vu vraiment une amélioration. Puis 2018-2019, on avait... c'était 20% d'augmentation d'achalandage par année. Donc c'était vraiment super, super important. Il y avait un grand engouement, peut-être même un effet de mode, tellement c'était important. Mais ce qui était positif quand même. Ouais, j'imagine. Et par la suite, ça a changé. Donc au début, on pouvait se permettre d'être assez radicaux sur les produits qu'on voulait. Puis le monde comprenait que des fois, on n'avait pas certaines affaires parce que ça ne correspondait pas à nos 3 valeurs que je t'expliquais plus tôt. Ou pour d'autres enjeux de conservation. Non, on ne veut pas qu'il y ait d'emballage, donc on préfère juste pas l'avoir. Puis la pandémie est arrivée, puis là il a fallu comme assouplir pas mal d'affaires. La clientèle a changé aussi et il a fallu qu'on s'adapte à cette nouvelle clientèle et qu'on garde les clients qu'on avait déjà avant. Donc c'est là où on a fait rentrer d'autres produits pour élargir notre gamme de produits. Et certains qu'on avait en vrac, on les a choisis emballés. On a aussi pas mal de fournisseurs qui ont changé, qui ont évolué aussi ou qui ont fermé. Pour ceux qui ont resté, pour un problème de coût ou de conservation, encore une fois, certains ont arrêté de fonctionner en zéro déchet. Donc là, on s'est retrouvé avec les produits, mais emballés. Donc c'était des produits qui fonctionnaient bien, qui étaient de très bonne qualité, donc on a fait le choix de les garder aussi. Donc, c'est là où il a fallu qu'on évolue un peu, donc qu'on soit plus souple sur les valeurs de produits. Mais dans le fond, on essaye vraiment de tout notre possible d'avoir au moins 2 des 3 valeurs sur presque tous nos produits. Donc qu'un produit soit sans emballage et local, sans emballage bio ou local bio ou bio puis sans emballage.
On essaye de faire ça. Puis quand le produit a au moins 2 de ces valeurs, ça reste des produits très très intéressants. Ok, je comprends parfaitement. Et justement, tu parlais, c'est très intéressant parce que tu parlais de les différents consommateurs, qu'il y a eu une évolution des consommateurs du public cible. Est-ce que, tu sais, avec les les différentes valeurs qui évoluent avec le temps, est-ce que ton public initial a aussi perçu ce changement d'une manière un peu moins enthousiaste? Oui et non. Disons que ça a probablement fait l'affaire de certains ou certaines, puis d'autres qui sont plus extrémistes. On s'est fait critiquer pendant un temps, Ok, mais par la suite, on a expliqué à chaque fois chacun de nos changements, puis notre clientèle a su s'adapter aussi. Mais ok. j'ai l'impression qu'à chaque fois, on s'est adapté en retard par rapport aux besoins de la clientèle. C'est une fois qu'on voyait qu'il y avait du monde qui venait plus chez nous, puis on se disait, mais pourquoi est-ce que ce monde-là a arrêté là? Donc il a fallu, finalement, c'est peut-être parce qu'on n'a plus assez de produits. Hmm. Avec la pandémie, ça a énormément développé les offres de marché en ligne, Ouais, de livraison. Donc là, il a fallu s'adapter. Finalement, ce n'est pas du tout un modèle qui est viable pour notre fonctionnement, pour notre modèle d'affaires. ok. Donc on a complètement arrêté la D'accord, ok. livraison. Mais il a fallu qu'on élargisse notre offre de produits définitivement. Parce Ok. que quelqu'un qui va commander sur des sites compétiteurs Ouais. va pouvoir faire son épicerie juste en cliquant sur le même site, puis va être livré le lendemain. Donc on n'a pas le choix que d'être plus souple sur ces valeurs-là si on veut rester compétitif. Parce que ça reste une entreprise, puis il faut quand même dégager du profit pour être capable de payer les factures. Ouais, ok, je comprends. Et justement, en termes de compétition, c'est intéressant parce qu'on a parlé un petit peu au début. Tu es un des premiers à Montréal à faire ça. C'est passé comment? Ouais. Comment tu as vu justement l'évolution de cet effet de mode? Et est-ce que le fait que tu sois un des premiers, ça a permis, ça t'a un peu causé de difficultés à pouvoir prendre des repères par rapport aux autres en fonction des nouvelles attentes des consommateurs ou autres? Au contraire, c'est l'inverse. D'accord. Comme on était les premiers, on est devenus des références Ok, ouais. pour pas mal d'autres. On a aidé et conseillé d'autres entrepreneurs ou entrepreneureux à développer leur commerce éco-responsable type zéro déchet. Super. Ça a permis de construire notre clientèle Exact. et de pouvoir passer au travers de la pandémie en perdant des plumes, mais en étant toujours là. Ok. Donc ça, c'est quand même aussi important. Puis si on n'avait pas eu cette période avant, comme je peux le voir sur d'autres commerces de notre genre, Mhm. pour eux, c'est beaucoup plus difficile parce que justement, Ok. ils n'ont pas cette base de clients fidèles. Je comprends. En parlant de clients, pas tant en fait, je lis mes questions, mais comment est-ce que tu mesures chez Rakeboco l'impact environnemental et l'impact social de ton entreprise? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a pas différents indicateurs? Environnemental, c'est sûr qu'on limite énormément nos déchets. Mhm. On fait beaucoup de réemploi. Ça commence. Il y a eu une initiative de la part de l'arrondissement de Rosemont, je pense que c'était il y a 4 ou 5 ans la première fois, qui s'appelait le défi zéro déchet Ok. pour les commerces. C'était vraiment intéressant, c'était pour sensibiliser tout type de commerce. Mhm. Il y avait comme un audit qui était fait, puis après on pouvait voir où est-ce qu'il y avait des difficultés sur les emballages, les déchets qui étaient D'accord, ok. produits. Pouvoir prendre des actions en conséquence. Exactement. Et puis là, on était guidé, orienté. Et par rapport à la grille d'évaluation, on était quasiment au maximum de ce qu'on pouvait aller chercher avec cette évaluation-là. D'accord. Parce qu'on a bâti l'entreprise de manière à limiter en fait tous ces impacts-là. Ok. Ce qui n'est pas le cas des entreprises la plupart du temps. Ça, c'était pour l'impact environnemental. Ouais. En termes d'impact social, Pour l'environnemental aussi, comme je te disais, on fait. C'est pas le tout de vendre juste des produits en vrac, mais Ouais. il faut réfléchir à comment limiter les déchets dans la chaîne d'approvisionnement. ok. Puis ça, on essaie de le faire soit pour les produits qui sont importés, c'est en choisissant les plus gros formats qu'on peut avoir. Ok. Donc c'est sûr qu'il y a de l'emballage, on n'a pas le choix, il faut bien les transporter, Mhm. les aliments. Mais c'est des plus gros formats, donc les emballages sont un peu plus épais, puis ça fait que c'est mieux recyclé. Parce que ça crée des grosses poches, puis quand ça passe dans le centre de recyclage, c'est plus facile de les sortir, de les trier, plutôt que de faire plein de petits sacs, mettons des sacs de riz d'1 kilo. Moi, je vois. Le deuxième aspect, c'est le local. C'est là où c'est beaucoup plus facile de pouvoir, avec des fournisseurs directement, Mhm. de limiter l'emballage de ces produits-là. Donc on est capable, pour des producteurs ou des transformateurs, d'établir des partenariats Mhm. et avoir ces produits-là livrés dans des bacs ou dans des contenants qui sont réutilisés à chaque livraison. Ok. Donc un des exemples qu'on a qui fonctionne super bien depuis quasiment l'ouverture de l'épicerie, c'est le café. On travaille avec un torréfacteur à Blainville, le Noir et la Croix. Et eux nous livrent dans des poches de café qu'ils réutilisent à chaque fois. On les met de côté, puis ensuite de ça, ils les reprennent à la livraison d'après. Ok, ouais. Et la poche est réutilisée.
Pour tous leurs différents clients, j'imagine. Pour leurs clients vrac prennent du qui café. sont capables d'accepter aussi Ok. ça. Parce qu'il y en a probablement, j'imagine, qui sont pas du tout d'accord puis qui veulent une poche neuve à chaque fois parce que D'accord, ok. ça va changer genre le goût du café ou l'aspect du café ou Bien sûr. l'image qu'on attend du café. Ok. Mais nous, c'est pas un problème. Ça fait des années qu'on vend ça. Il n'y a aucun problème pour la qualité du café. Et ça fait que. Ça renforce le goût du café, là. Euh, Ça imprègne dans le... mais même pas, parce que le café, c'est un vrai, produit ouais. torréfié. Donc Exact. il y a tout le temps du gras partout. Là. Mais ça fait que le café, à partir du moment où il est reçu dans les poches là, en vrac, en toile de jute, il n'aura pas d'emballage jusqu'au moment où il va être consommé. Ouais. Donc ça, c'est quand même Limité au fantastique. maximum, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que ce café-là, il aura été emballé une fois tout au cours de sa chaîne de vie. Ouais, je comprends bien. On a aussi des transformateurs donc, qui sont à Montréal pour des pâtisseries. Ça, c'est nous livre dans des boîtes, ils les récupèrent. Que ce soit du ketchup, que ce soit des petites pâtisseries. Qu'est-ce qu'on a d'autre des préparations de type végé pâté. Ok. Pas mal de produits. Ça, c'est des produits qui sont transformés localement. Donc, ils ne sont pas emballés du moment où ils sont transformés jusqu'au moment où ils sont consommés. Ok. Et la matière première justement de ces aliments transformés, est-ce qu'ils sont emballés? Probablement que ça l'a été. D'accord. Mais là, c'est des transformateurs, donc ils vont pas acheter des petites barquettes là, de styromousse à l'épicerie. Ils achètent des grosses caisses comme nous. Je comprends. Donc c'est le moindre mal des emballages. Ok. L'été, on travaille aussi avec des fermes en local. Ok. Donc là, ils nous livrent dans des bacs, puis ils récupèrent les bacs à la livraison suivante. Donc ça marche très très bien. Oh, super. Côté social, donc c'est principalement travailler avec des producteurs qui soient locaux, j'imagine. Locaux, environnement local et économie locale aussi. Oui, on est vraiment intégré dans notre communauté, dans notre quartier. On aide nos employés aussi autant qu'on peut. Okay. Donc c'est là où on peut avoir un aspect social aussi. On fait en sorte de les garder le plus longtemps possible. Parce que nos employés, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis en ayant des employés qui sont là depuis longtemps, les clients s'en rendent compte. Et ça fait qu'ils savent bien que finalement, ce n'est pas juste une entreprise qui vend des produits, mais aussi une entreprise qui porte attention à ses employés. Parce que si jamais on n'est pas bien dans une place, on fait juste partir. Puis là, les employés changent aux 3 semaines. Je comprends, très important. J'aimerais parler maintenant de plus de défis. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs grands défis auxquels tu as fait face en tant qu'entrepreneur éco-responsable chez Vrac et Bocaux? Là encore, c'est essayer de trouver des partenaires qui sont prêts à aller en zéro déchet. Okay. Encore une fois, au début, là, on a pas mal comme... On est stable dans notre approvisionnement. De temps en temps, on a des nouveaux produits qui sont intéressants qu'on est capable de faire rentrer. Mais au début, où il a fallu aller chercher plein de nouveaux produits, là, il fallait vraiment convaincre les fournisseurs de travailler en zéro déchet, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissaient ou avaient fait. Puis, encore une fois, par rapport à la manutention, par rapport à la durée de vie, il y avait des grosses appréhensions là-dessus. Donc, il a fallu les convaincre de changer leur mode d'opération pour adapter à ça. Donc, ça a été un gros enjeu. Je comprends, mais justement, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des produits qui sont plus susceptibles? Tu m'as dit les produits qui sont plus exotiques, j'imagine. Est-ce qu'il y a des fournisseurs de produits qui sont plus susceptibles de ne pas travailler avec des emballages réutilisables, par exemple? Les très gros joueurs. Okay. On avait essayé à un moment donné de voir avec Natura, qui fait des laits végétaux, pour avoir ça dans des gros fûts, là, un peu le même genre que de la bière. Mais pour eux, ça fait qu'il fallait changer à un moment donné dans leur chaîne de production, une des étapes majeures, et c'était vraiment comme très très compliqué. Donc c'était pas impossible, mais très compliqué. Donc ils nous demandaient d'avoir un minimum de genre 10 000 litres d'achat de lait végétal. Donc même en se regroupant avec d'autres épiceries, on avait évalué ça. C'était beaucoup trop. Donc on a laissé tomber. Mais depuis, il y a eu d'autres entreprises qui se sont créées, notamment Dame, qui fait du lait végétal à base de concentré. Et donc là, c'est parfait parce que ça, on l'a en vrac, en zéro déchet aussi. Donc, il y a des opportunités qui sont créées justement avec ce modèle d'affaires-là? Ouais. Okay. Oui, clairement. Super. J'aimerais partir un peu plus maintenant, si tu penses, mets-toi un peu dans le contexte où tu recommençais Vrac et Bocaux du jour au lendemain, un peu la classique. Quel conseil aurais-tu aimé que l'on te donne justement si tu devrais repartir l'entreprise demain? Je ne pense pas que ce soit spécifique à une épicerie zéro déchet, probablement à pas mal tous les entrepreneurs dans le commerce de détail. C'est très dur, c'est très très dur. Je m'attendais à ce que ça ne soit pas facile, mais pas autant que ça en fait. En termes de quantité de travail, en termes de défis à relever, en termes de compétences à acquérir,
Puis venant d'un domaine qui est complètement différent de l'entrepreneuriat, j'ai jamais été formé en comptabilité, en gestion de projet, en gestion d'entreprise. J'ai parti ça, c'était peut-être mon erreur aussi, mais en tout cas, j'ai réussi à passer au travers. Mais ça a été difficile. Il a fallu vraiment travailler très, 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 très fort pour être capable d'être là, puis de le rester aussi. Après, c'est très gratifiant aussi, j'imagine. Oui, oh, oui. C'est à chaque journée, chaque semaine, là, c'est cool de voir ce que j'ai créé, puis ce que ça impacte aussi autour de moi. Les employés, pareil aussi, les employés qui restent, avec qui je discute, avec qui j'ai des vraies relations d'amitié, ça, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Ça fait plaisir à entendre. Et est-ce que la composante éco-responsable de ton entreprise rajoute une difficulté supplémentaire que tu me décris là? Pas tant que ça, c'est juste dans l'établissement des partenariats. Puis après, une fois que c'est fait, ça va bien. Ça prend plus de temps, ça prend plus d'espace dans le commerce aussi. C'est pour ça que les gros joueurs le font pas, parce que si tu passes du temps là-dessus, c'est de l'argent en bout de ligne. Mais encore une fois, ça fait partie des valeurs fondamentales de l'épicerie, donc c'est pas un enjeu pour nous. Ok, donc si demain il y avait des entrepreneurs qui souhaiteraient vraiment se lancer dans une entreprise qui soit éco-responsable, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, enfin je sais pas si c'est beaucoup plus simple, en tout cas c'est pas plus dur que de faire une entreprise qui soit pas non éco-responsable, pardon. Je pense pas que ça soit plus difficile, encore une fois, parce qu'il y a du monde qui l'a déjà fait avant. Okay. Donc on trouve des informations, si vraiment on veut en avoir. Donc ça fait qu'on sent moins tout seul. Quand on a parti ça, nous, on était tout seul au début. Là. Personne n'avait jamais fait ce genre d'épicerie. Puis on avait été voir plusieurs organismes de soutien aux entreprises. Puis plusieurs fois, on s'est fait claquer la porte en nous rigolant au nez. Quoi, l'épicerie de vrac, 0 déchet, ça ne marche jamais cette affaire-là. Puis tenez votre dossier, au revoir. Puis, tu vois, 10 ans après, on est toujours là. Donc, sans mordre les doigts. Ça n'a rien changé pour eux. Mais disons que pour nous, c'est quand même gratifiant encore de voir que finalement, des fois, il ne faut aussi pas suivre ce qu'on te dit, puis quand tu as une idée en tête, à foncer. Là. Beau message. Prochaine question, une question qui m'intéresse vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont du mal à concevoir qu'éco-responsabilité et rentabilité peuvent coexister? C'est possible, mais c'est sûr que c'est moins rentable. Clairement, parce que, encore une fois, comme je te disais, on passe plus de temps à gérer les consignes, du fait que ça soit en vrac, il y a plus de dégâts. Donc on est plus souvent en train de nettoyer, on a une quantité de vaisselle par jour qui est énorme. On optimise ça avec un lave-vaisselle industriel, donc ce qui fait que ça consomme pas mal moins d'eau. Mais ça reste qu'on est tout le temps en train de laver des affaires, donc tout prend du temps en fait. Plus que si c'était juste mettre une boîte sur une tablette, ou même comme certains discounters le font, là, c'est clairement tu reçois la boîte puis tu fais juste la poser sur la tablette. Là, tu n'as même pas à poser le sac, c'est juste tu mets la boîte puis après les clients viennent se servir dans la boîte. Ou de la palette. Mais là, forcément, donc nous, on a beaucoup plus de manipulation. Il faut remplir les bacs, il faut les nettoyer, les vider, nettoyer tous nos ustensiles à tous les jours. Donc, en bout de ligne, on passe du temps, donc c'est qu'on dépense de l'argent là-dessus, donc ça impacte la rentabilité. Mais c'est possible, c'est encore possible. Ok, donc c'est vraiment... Le but n'est pas... Pour tout entrepreneur qui souhaiterait se lancer là-dedans, son but ne doit pas être de viser la rentabilité, mais ça doit vraiment venir de la valeur de l'éco-responsabilité, plus que la rentabilité. Faut pas faire ça pour faire de l'argent. Je comprends. Sinon, en fait, tu vas être déçu, puis tu vas arrêter. Donc, puis tu vas en perdre en bout de ligne. Ok. Et tu parlais justement, c'est intéressant, tu parlais de la vaisselle, justement, dans ton entreprise. Est-ce qu'il y a une opportunité à ce niveau-là, en termes de faire quelque chose qui soit un peu plus écologique à ce niveau-là? Ou est-ce que tu as des partenaires à Montréal ou autres qui se lancent là-dedans? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui semble un peu plus compliqué? En tout cas, dans ton contexte à toi. Nous, on ne fait pas de prêt-à-manger. Donc, on n'utilise pas de vaisselle jetable. Puis, comme on encourage les clients à venir avec leurs contenants, on a mis en place des consignes. Avant, il y a quelques années, là, c'était des pots qu'on vendait. Puis, à un moment donné, on s'est dit, c'est quand même dommage de vendre des pots à chaque fois. Là, c'est du verre, c'est un matériau qui est précieux. Donc là, on va les consigner, on les vend un peu plus cher que ce qu'on vendait avant. C'est sûr qu'on ne fait pas de profit dessus, alors qu'avant on en faisait. Mais ça rejoint un peu plus nos valeurs. En contrepartie, on passe plus de temps à nettoyer les consignes, à les gérer aussi. Mais étonnamment, sur des consignes à 3 $ le pot, on en récupère peut-être 15% maximum. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui les garde chez eux parce qu'elles sont belles, j'espère, plutôt qu'elles finissent au recyclage. Ok. Des questions maintenant plus spécifiques à voir avec beaucoup. Là, c'est vrai que tu as parlé plus de ton contexte, mais ça restait quand même des questions assez générales pour toute personne qui souhaiterait se lancer en entrepreneuriat éco-responsable. Ici, dans ton contexte à toi, on a un petit peu parlé avant,
Mais si tu pouvais plus développer sur les plus grands défis logistiques d'une épicerie zéro déchet, principalement les partenaires, j'imagine, est-ce que tu as autre chose à ajouter à ce niveau-là? En termes d'approvisionnement, ouais, le local en fait, parce que il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui font des produits de bonne, il y en a, mais de très bonne qualité, qui travaillent à proximité, puis qui sont prêts à nous livrer sans avoir des coûts de livraison exorbitants. Ou en vendant des produits de luxe, là, c'est sûr que ça ne marche pas non plus. Donc trouver des fournisseurs qui correspondent à nos valeurs, c'est ça le plus difficile. Ok. Au Québec, c'est quelque chose qui est plus compliqué que dans d'autres régions du monde, j'imagine? Pas forcément. Pas forcément, pas forcément. C'est sûr que la densité de population aide peut-être pas. Si tu regardes, mettons, dans la banlieue de New York ou en Europe, dans des grosses villes, à Paris, à Londres, quoique, même pas que je sache, c'est juste qu'il y a plus de monde, mais je pense que les enjeux sont les mêmes là. Ok. En termes de transport, j'imagine que puisqu'il y a peu de joueurs peut-être, peu de partenaires disponibles, en tout cas dans la région de Montréal, dans la grande région de Montréal, est-ce que le transport est un enjeu à ce niveau-là? La livraison par camion, par autre, je sais pas. La plupart de nos gros fournisseurs, donc comme des distributeurs ou importateurs, sont proches de Montréal. Donc pour nous, c'est pas un enjeu. Mais pour une autre épicerie qui est par exemple aux îles de la Madeleine, c'est pas mal plus compliqué. Là, le transport est clairement un de ses enjeux parce qu'elle est capable d'avoir les produits, mais elle a des frais de transport qui sont soit très très énormes ou des minimums d'achat qui sont genre le double ou le triple de ce que nous on a besoin de commander. Ok, donc si quelqu'un voudrait se lancer là-dedans, idéalement ce serait de réaliser cette entreprise dans une grande ville assez peuplée en termes de banlieue. Pas forcément de le faire juste dans une forte densité de population, mais simplement de tenir compte que ça va être plus difficile si tu es en région éloignée. Ok. Je comprends parfaitement. Tu en as un petit peu parlé avant, de la Covid. Mais il y a un autre sujet qui est assez intéressant. Je vais revenir sur la Covid aussi, mais est-ce que tu as remarqué un changement d'habitude de consommation au cours des dernières années, que ce soit avant ou après la Covid? Tu as parlé plus peut-être avant, peut-être un peu moins après la Covid. Et aussi, si tu peux même me glisser peut-être un mot sur j'imagine les guerres tarifaires actuellement entre les États-Unis et le Canada. Est-ce que ça a impacté la consommation de tes différents clients à Vrac et Bocaux? Le fait qu'acheter plus local au Canada ou au Québec de manière générale? Déjà, la Covid, ce qui a changé, c'est que le monde a comme augmenté l'utilisation des services de livraison. Ça, c'est certain. Puis nous, notre modèle d'affaires est bâti sur une expérience en magasin. Donc, comme je te disais tantôt, on l'a essayé, la livraison pendant la pandémie, parce que le monde ne pouvait pas sortir ou se déplacer. Puis là, c'était clairement pas rentable. Parce que le temps que le client passe normalement à remplir ses pots, finalement, c'était nous qui le faisions. Puis en bout de ligne, c'est le profit, on le fait sur ce temps-là, finalement, quand c'est le client qui le fait. Donc là, c'était vraiment, vraiment pas intéressant. Est-ce que tu as peut-être développé d'autres techniques ou c'était quelque chose qui n'était pas viable à long terme? Il aurait fallu développer, comme l'ont fait certaines compagnies qui font juste ça, comme des livraisons d'épicerie zéro déchet, mais en ligne. Donc il n'y a pas de boutique physique. Tu ne vas pas ouvrir les bacs puis te servir avec tes pelles. C'est juste qu'ils te livrent directement chez vous. Et là, c'est sûr que c'est dans un entrepôt, tout est optimisé pour que ça soit correct. Puis avec nous, la manière dont le magasin est disposé, c'était pas fonctionnel du tout. Donc, on le faisait vraiment comme pour dépanner, mais on l'a arrêté l'année dernière, là, je pense. Ok. Et niveau guerre tarifaire, est-ce qu'il t'a observé quelque chose récemment? Non, à part des questions des clients. Juste, est-ce que vous avez des produits qui viennent des États-Unis? Pourquoi vous en avez? Pourquoi vous en avez pas? Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à avoir qui sont encore des États-Unis. Donc, on les propose pareil. À part ça, pour l'instant, ça n'a rien changé. Mais parce que l'imposition des tarifs douaniers, là, pour l'ensemble des produits, se ferait début avril. Donc là, j'imagine que si ça tombe sur les fruits et légumes, sur les noix, les légumineuses, là, on va le voir directement. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais disons quelques semaines après, le temps que les tarifs soient appliqués sur les commandes qui vont rentrer ensuite de nos fournisseurs. Là, oui, ça risque d'impacter le prix que nous, on va l'acheter, donc forcément le prix auquel on va le vendre. Le prix des produits qui sont importés. Ouais. Mais est-ce que, parce que Vrac et Bocaux vont quand même des produits qui sont locaux, une grande partie des produits qui sont locaux, est-ce que les consommateurs viennent pour justement accentuer ce sentiment d'acheter local vis-à-vis des États-Unis? Ou c'est pas quelque chose que tu as observé en tout cas actuellement? C'est quelque chose
peut-être tu prévois qui arrivent justement avec les tarifs en avril ou autre? Ça dépend. Certains groupes de clients viennent parce qu'on a des produits en vrac, d'autres parce que c'est moins cher sur un produit équivalent en épicerie. Donc ça, je ne pourrais pas dire vraiment est-ce que ça va changer quelque chose sur leur façon de consommer. Mais après, certaines noix pour l'instant viennent juste des États-Unis. Ouais. Là, donc j'imagine que nos fournisseurs travaillent fort aussi à essayer de trouver des alternatives, mais changer des chaînes d'approvisionnement qui sont établies depuis des années ou des dizaines d'années, c'est pas en quelques semaines que ça va se faire de manière efficace. Là. Ouais, je comprends, ça prend quand même du temps. Puis tout après, un pour processus. les fruits et légumes, il y en a beaucoup qui viennent des États-Unis. C'est sûr que là, certains peuvent venir d'Amérique du Sud aussi. Mais encore une fois, tout ne pousse pas en Amérique du Sud. Il y a des alternatives en Europe ou en Afrique aussi. Mais le problème, c'est le transport. Si tu fais venir des agrumes d'Europe par bateau, 3 semaines plus tard, c'est plus dans le même état. Là. Donc, tu n'auras peut-être pas le goût de les acheter en les payant finalement peut-être aussi cher avec le coût du transport. Je comprends. J'ai pas demandé, mais est-ce que à Vrac et Bocaux, il y a justement, j'imagine, peut-être la provenance des différents produits? Ouais. On indique ça sur tous nos produits. Puis là, depuis les dernières semaines, on avait déjà une petite fleur de lys qui était présente sur nos étiquettes, mais là, on a mis un sticker bleu par-dessus pour mettre un peu de couleur et pour que ça se voit encore plus. Là. D'accord. Et je réitère un peu la question, mais est-ce que certains produits qui sont des États-Unis ont t'as peut-être observé une chute de vente par rapport à ceci? C'est par peut-être signe de représailles, c'est peut-être un gros mot là, mais peut-être signe de représailles des différents consommateurs qui veulent plus tant consommer. Oui, c'est certain qu'on a déjà vu dans le magasin certains clients ou clientes qui nous ont dit non, ça vient des États-Unis, j'en veux pas. Donc, depuis justement récent. Ouais. Okay. Mais c'est pas une majorité. Hein. D'accord. Ok. Je comprends. Prochaine question. Quels critères tu utilises pour sélectionner justement tes fournisseurs et tes produits? On a dit local, on a dit biologique, on a dit sans emballage. C'est ça. C'est le triangle, la Triforce pour les différents partenaires. Ouais. Ok. C'est ça dans l'idéal. Ça, c'est le meilleur produit, c'est qu'il a ces trois caractéristiques-là. Et encore une fois, c'est très difficile d'avoir tout ça ensemble. Donc on essaye d'en avoir au moins deux des trois là, sur l'ensemble de nos produits. Certains n'ont pas ça. D'accord. Il y en a juste un. Mais c'est parce que c'est des produits qui correspondent à une demande aussi. Donc encore une fois, pour essayer de satisfaire le plus possible nos clients, mais autant qu'ils l'achètent chez nous. Là. Ok. Et est-ce que tu pourrais me nommer, je ne sais pas si tu peux ou si tu voudrais me nommer justement peut-être les produits qui ont les trois à la fois? Est-ce que tu les as en tête? Le café. Enfin, il ne pousse pas ici, mais il est torréfié ici. Biologique, local et équitable aussi. Okay. On a des palettes de chocolat qui sont, encore une fois, le cacao ne pousse pas ici, mais transformés au Québec, livrés dans des boîtes de carton qui sont réutilisées. D'accord. Biologique et équitable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'huile de tournesol. Donc ça, ils nous livrent dans des bidons de 20 litres qu'ils récupèrent. Okay. Et c'est québécois, puis c'est biologique. Donc on en a encore une coupe là. J'irai faire un petit tour. Est-ce que le café est vendu seulement en grains ou est-ce qu'il est moulu aussi? On a une machine à moudre. Parfait, j'irai faire un petit tour aussi. Tu peux le moudre sans problème si tu n'as pas de grinder chez vous. Non, j'ai une petite cafetière à l'italienne, ce sera très bien comme ça. Super. Deux dernières questions. Selon toi, qu'est-ce que ce serait la clé justement de l'entrepreneuriat éco-responsable de manière générale? Que ce soit autant Vrac et Bocaux, ou même si tu veux partir plus généralement, là, si une entreprise éco-responsable, quelle serait justement pour toi la clé de réussite de cet entrepreneuriat-là? Oula. De tenir compte de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Pour tout type? Ouais. On n'a pas un contrôle sur tout, mais disons qu'on peut déjà y penser. Puis à partir du moment où on est capable de faire la démarche intellectuelle de dire ok, là j'achète, mettons, tu es une entreprise qui confectionne du linge, des pièces de vêtements. Puis tu dis ok, là je fais un t-shirt, mais le tissu, d'où est-ce qu'il vient? Et puis la fibre du tissu, elle, d'où est-ce qu'elle vient? Donc c'est là où, en considérant toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, on est capable de mettre le doigt sur où est-ce qu'on peut améliorer. Ok, je comprends parfaitement. Enfin, peut-être dernière question. Comment tu vois justement l'évolution de l'entrepreneuriat responsable dans les prochaines années? Pas besoin d'être visionnaire non plus là, mais si tu as une idée, tu vois où c'est qu'il y a des incohérences, des pistes d'amélioration. Ça serait très bon qu'il y en ait de plus en plus. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Mais il faut rester vigilant quant au détournement des grosses compagnies qui font du greenwashing.
qui se prétendent éco-responsables parce qu'ils mettent un logo d'une certification quelconque qui n'a aucune valeur et puis ils disent que leur produit est carboneutre ou a aucun impact sur l'environnement. Donc, c'est encore le cas, ça, le greenwashing? J'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs années que... Il y en a partout tout le temps. Ouais. Donc là, oui, les politiques ont un rôle à jouer là-dedans en encadrant correctement les lois qui permettent d'utiliser différentes appellations, mais ça reste aux consommateurs d'être vigilants sur qu'est-ce qu'il en est de ces produits-là vraiment. Là. Puis de se poser la question que je t'évoquais tantôt, là, on peut le faire en tant qu'entrepreneur, mais en tant que consommateur aussi, c'est pertinent de se poser la question. Quand on achète un produit à l'épicerie ou dans un magasin, de se dire, ok, d'où est-ce qu'il vient ce produit-là, qui est-ce qui l'a fait, comment il a été apporté ici. Puis quand on a plusieurs alternatives, d'essayer de choisir celle qui est la plus pertinente d'un point de vue éco-responsable. Et puis, peut-être pour le mot de la fin, là, tous les achats qu'on peut faire sont des choix qu'on fait. Là, on vote avec nos achats. Et si on refuse d'acheter un produit, à l'échelle de tous les consommateurs, ça va avoir un impact pour ces compagnies qui les vendent. Au contraire, si on décide d'acheter un produit, là, on va encourager ces compagnies-là. Là, on peut se dire, ok, là, le 5$ que je dépense dans ce produit-là, c'est rien du tout, c'est juste 5$. Ouais, mais s'il y a 10 millions de personnes qui font la même chose, ça fait 50 millions de chiffre d'affaires. Là. Donc là, on commence à parler. Donc c'est ça. Garder ça en tête, c'est important aussi bien d'un point de vue entrepreneurial que du consommateur. Ok. À Vraquer-Bocaux, c'est quelque chose que tu sensibilises justement les consommateurs. Tu sais qu'il y a les provenances des différents produits. Est-ce que c'est quelque chose que tu portes plus à cœur aussi de sensibiliser vraiment directement les consommateurs? On essaie de le faire, mais c'est qu'on ne peut pas prendre tous nos clients par la main puis jaser 10 minutes avec eux. Ça serait le fun là, mais malheureusement non. Donc, en essayant de proposer des produits, en indiquant l'origine du produit, en étant le plus transparent sur l'ensemble de fonctionnement du magasin, c'est là où on essaie de faire notre part. Là. Je comprends. Vraiment un beau mot de la fin, je pense. Écoute, merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir. Ça fait plaisir, merci pour le temps. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Sur ce, c'est fini.